Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe, avec le printemps des rillettes du 16 au 24 mars. Chers amis sartois, bonsoir et bienvenue dans Au quotidien. Ravi de vous retrouver avec moi ce soir, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Dans l'actu, dans quelques instants, on va parler politique. Pierre Carrette, on le connaissait déjà en tant que porte-parole des écologistes en Sarthe. Eh bien, il est candidat également sur la liste Les écologistes aux élections européennes. On en parle. Et puis dans la suite, cette fois-ci, ça sera de l'éducation. Oui, avec Fabien Estellano, qui est vice-président de la FCPE en Sarthe, Fédération nationale des conseils de parents d'élèves des écoles laïques, qui défend, vous l'aurez compris, les intérêts des familles des enfants scolarisés. Ça, vous le savez, ce sera à partir de 18h45, mais tout de suite, place à l'actu du jour. Au sommaire de ce jeudi 21 mars, une nouvelle journée d'action pour les soignants de l'hôpital du Mans. Oui, une petite centaine de soignants se sont réunis place de la République au Mans pour à nouveau manifester leurs craintes pour l'ensemble du système hospitalier. À l'occasion de la journée mondiale de la trisomie 21, des collégiens manceaux organisent une journée de sensibilisation et de rencontres. Et puis le rugby, c'est encore mieux quand les clubs se réunissent en entente. Nous le verrons du côté de la Ferté-Bernard, dont le club a fusionné avec Nogent-le-Rotrou. Nous le disions en titre, Laure, le personnel des urgences du centre hospitalier du Mans ne lâche pas et sont toujours dans la rue. Depuis le 29 février, les personnels des urgences du centre hospitalier du Mans enchaînent les manifestations pour réclamer la réouverture de lits et de services, supprimés à l'EPSM, c'est-à-dire l'établissement psychiatrique d'Allonnes, et la création de postes à l'hôpital du Mans. Ils étaient une centaine ce jeudi, place de la République, un moyen d'alerter la population sur la situation dite catastrophique de l'hôpital public en Sarthe. Enzo Maubert y était. C'est une chaîne humaine qui symbolise le dernier maillon de l'hôpital public. Des soignants et des médecins solidaires et pourtant acculés par la charge de travail aux urgences. C'est normalement 140 passages par jour. À l'heure actuelle, on est entre 180 et 200 passages par jour, jusqu'à des pointes à 228 passages par jour. Depuis plusieurs mois, les urgences regorgent de patients en psychiatrie que le service n'arrive plus à gérer, en plus des problématiques habituelles. Ce syndicaliste aimerait que la population prenne conscience de la gravité de la situation. Quel choix devrons-nous faire en tant que soignants ? Ce qui est grave pour demain, si on ne fait rien aujourd'hui, ça va être des pertes de chance. Des pertes de chance pour les gens qui arriveront aux urgences. Et là, visiblement, on ne pourra pas prodiguer les soins à la hauteur de la qualité à laquelle on devrait être. Et les pertes de chance, j'insiste là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'on sera obligé de faire des choix sur qui on passera en premier ou pas. Et que derrière, ça peut avoir des conséquences très graves. Clairement, on ne pèse pas nos mots parce qu'on voit notre outil de travail de service public républicain pour la population qui est en train de s'effondrer. L'hôpital du Mans reste le seul établissement de santé à accueillir des patients 24 heures sur 24 dans le département. Les syndicats ont lancé une pétition pour soutenir leur mouvement et ont invité la ministre de la Santé à les rencontrer prochainement. Ils veulent changer le regard sur la trisomie 21. Au collège Saint-Joseph au Mans, 2 élèves se mobilisent pour sensibiliser leurs camarades autour de cette maladie. Toute la journée ce jeudi, les collégiens ont participé à des ateliers et des rencontres pour mieux connaître ce handicap. Anthony Piton. Ces chaussettes dépareillées ne sont ni une erreur, ni une nouvelle mode. C'est un défi devenu une habitude dans ce collège pour le 21 mars. Ici, tout le monde joue le jeu pour promouvoir la différence lors de la journée mondiale de la trisomie 21, jusqu'au directeur de l'établissement. Ayant un dispositif Ulysse où on accueille des enfants porteurs de trisomie 21, s'associer à la journée mondiale de la trisomie 21, ça me semblait tout à fait cohérent. Tous les élèves du CPO CM2 vont avoir des animations, interventions, témoignages, jeux pour les sensibiliser à cette maladie. Le projet est parti d'Irénée et de Charles, 2 élèves du collège Saint-Joseph qui veulent informer et surtout changer le regard sur la trisomie 21. Le but, que les autres élèves intègrent mieux les enfants trisomiques scolarisés dans l'établissement. Tous les élèves du lycée en général, il y a des moqueries, hein, c'est sûr, mais ils s'en rendent pas forcément compte et ça c'est dommage. Mais donc
Oui, alors il y en a un qui est arrivé il y a 1 semaine et demie, donc je peux pas encore dire, mais je vois bien qu'effectivement il y a des insultes et de harcèlement presque. Temps fort de la journée, Irénée raconte son expérience. Son grand frère est porteur de trisomie 21. Les cellules vont pas bien se diviser, il y a un chromosome qui va mal se diviser, donc il va y avoir un bout en plus. Et ce bout en plus, il va se répercuter sur toute la vie d'un enfant. J'ai déjà senti le regard très lourd des gens qui jugent ou dans l'incompréhension. C'est surtout le regard des autres qui m'ont beaucoup touché ou même offensé. Et donc il faut changer les regards pour qu'ils soient mieux intégrés et arrêter tous les jugements et autres choses. En soutien, le conseil départemental a alloué un budget de 1 600 € pour mettre en place des ateliers et sensibiliser la jeunesse à cette maladie génétique. Il est l'un des candidats sartois aux européennes. Notre invité est Pierre Carrette du parti Les Écologistes. Merci d'être avec nous sur ce plateau, Pierre Carrette. Vous êtes également porte-parole, je l'ai dit, des écologistes en Sarthe. On vous connaît à ce titre. Vous êtes agriculteur. Vous travaillez pour une fondation pour la protection de la biodiversité également. Voilà un petit peu pour la carte d'identité. Et pourquoi vous lancez maintenant à l'échelle européenne, j'allais dire, dans ces élections? Oui, c'est un échelon que je connais. J'ai travaillé quelques années pour la Commission européenne, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Et surtout, je pense que c'est un échelon qui est extrêmement important. Peut-être c'est les élections les plus importantes que l'on a ces dernières années pour la France et pour le monde. Il ne vous aura pas échappé que la situation internationale est en ce moment assez compliquée, que ce soit du côté de l'Est ou avec les élections américaines qui se profilent de l'autre côté de l'Atlantique. Et dans ce contexte, je pense qu'il est important qu'on ait une Europe forte dans les années à venir. Ce n'est pas un pays tout seul qui va pouvoir résister et avoir une influence sur le cours de la planète dans les années à venir. Donc pour ça, il faut avoir une Europe forte. Et je pense qu'il est important d'envoyer des écologistes, des Européens convaincus et non pas des personnes qui ont des envies de détricotage de nos institutions européennes et qui sont plutôt des amateurs de dictature. Ça vous inquiète justement le fait que le RN de Jordan Bardella soit à 30% dans les sondages aujourd'hui? Il caracole pour l'instant dans les sondages. Ce ne sont que des sondages bien évidemment. Mais c'est une des raisons aussi pour lesquelles vous y allez, tout simplement. Mais bien sûr, en fait, je pense que le Rassemblement national est depuis des années capitalise sur la colère et sur le mécontentement de nos concitoyens. Pour ma part, évidemment, je ne suis pas persuadé que ce soit la meilleure voie à suivre, et notamment au moment des élections européennes, puisque justement, on a besoin d'institutions fortes qui seront défendues à Bruxelles et à Strasbourg. Savez-vous déjà quelle place vous aurez sur la liste conduite, donc, je le dis quand même, par la députée sortante Marie Toussaint lors de ces élections? Est-ce que vous avez une idée pour l'instant? Eh bien, je serai assez haut placé, pas dans les 15 premiers, mais assez haut placé sur cette liste. Normalement, on attend les derniers arbitrages pour la liste finale. Pour bientôt, donc. Donc une campagne, on l'a dit, le RN qui a 30% dans les sondages pour l'instant et qui peine un petit peu à décoller, notamment pour les écolos, également pour LFI. On voit Raphaël Glucksmann quand même avec le PS Place Publique qui est à 13%, qui se détache un petit peu. C'est dur d'intéresser nos concitoyens à l'Europe. En fait, vous voyez le taux de participation sur les élections, assez souvent, plus on s'éloigne du centre du lieu de vie, de nos communes, en fait, communes, plus on a, mis à part pour les présidentielles, moins on a moins on a de participation. C'est ça. Donc c'est souvent un problème. Et pourtant, l'Europe intervient au quotidien dans la vie des Français. On ne s'en rend pas compte nécessairement, mais les fonds qui sont investis par l'Union européenne et qui ensuite passent parfois par les régions, parfois par l'État, sont extrêmement importants, et également l'ensemble des lois et règlements européens qui dirigent une grande partie de notre vie quotidienne. Et pourtant, on entend à longueur de temps, notamment du côté des agriculteurs et de beaucoup de syndicats, que l'Europe est la cause de beaucoup de problèmes. Moi, je pense que l'Europe est plutôt la solution à beaucoup de problèmes. Je ne vois aucun des problèmes qu'on soulève qui pourra être résolu à une échelle nationale ou locale. Pas aujourd'hui, en tout cas. Peut-être ce qui était vrai il y a 40 ou 50 ans ne l'est plus aujourd'hui. Comment vous allez faire très concrètement pour motiver les Sartois à aller voter le 9 juin? Alors, aller voter pour vous, évidemment, les écologistes, mais plus généralement. C'est les bonnes vieilles recettes d'aller sur les marchés, de faire du tractage, ce genre de choses?
Non, on passe également par tout ce qui est médias sociaux. On va faire également du porte-à-porte et de passer des coups de fil. Mais je pense que plus généralement, ce qui est important, c'est de convaincre nos concitoyens qu'il est indispensable aujourd'hui de faire porter la voix de l'écologie. On voit qu'elle est de plus en plus attaquée et par notre gouvernement, et de manière plus générale, là, sur les dernières crises que nous avons pu voir. Aujourd'hui, on se moque en fait des générations futures avec les actions qui sont prises. Et donc, il est véritablement important que toutes les personnes qui ont l'écologie au cœur, qui pensent que ces questions environnementales sont importantes, elles ne se trompent pas de bulletin et elles envoient le maximum de députés verts au Parlement. Dernière question, à l'échelle européenne, on a l'impression que bien souvent, et dans d'autres pays également, que la France, l'écologie aujourd'hui est considérée comme difficile parce que ça pèse sur l'individu. Voilà, l'individu doit faire des efforts et on se dit, les grandes entreprises, les collectivités, elles ont qu'à faire aussi à notre place. C'est effectivement la raison pour laquelle il est important d'avoir des règlements et des lois qui obligent ces entreprises et également les collectivités publiques à prendre les bonnes mesures. Les individus, nous, on pourra toujours faire des efforts. On considère que par rapport au réchauffement climatique, les efforts individuels, ça peut compter jusqu'à 30% de la solution. Donc les 70% restants, ils vont passer essentiellement par le bulletin de vote. Merci Pierre Carrette en tout cas d'être venu nous parler de cette candidature aux élections européennes. Je rappelle qu'on vote le 9 juin, dimanche 9 juin. C'est très bientôt. Vérifiez que vous êtes bien sur les listes électorales. Merci beaucoup Laure. Et j'ajoute que ce vendredi, nous recevrons un autre candidat aux européennes. Oui. Il s'agit cette fois de Maël Briand pour la liste La France Insoumise. Allez, lui a déjà sa victoire, le club d'échecs du Mans. L'équipe Fagnon de l'Échiquier du Mans intègre le top 16, c'est-à-dire la division d'élite en France, le plus haut niveau adulte, c'est simple. Et puis dimanche, à l'issue d'une série de parties lors de la dernière journée interclub de la saison, 2 autres équipes du club Le Manceau ont été promues dans une catégorie supérieure, à savoir en National 2 et en Régional. Ce club est composé de jeunes joueurs. Pour la plupart, ils recèlent décidément beaucoup de talent, comme vous le voyez. Et une autre montée dans le sport sartois, on vous le disait dans le journal de lundi, le club de rugby de La Ferté-Bernard atteint le plus haut niveau de son histoire. Oui, les Fertois évolueront en Fédéral 3 au 6e échelon national. Une performance rendue possible grâce à l'entente formée avec Nogent-le-Rotrou depuis 3 ans pour les seniors. Une union qui porte ses fruits, donc, comme l'a constaté avec beaucoup de plaisir Colin Ancel. Qui aurait pu prédire pareil destin? Il y a encore 5 ans, La Ferté-Bernard évoluait en 3e, 4e série. Aujourd'hui, associé avec Nogent, le club va accéder à la Fédérale 3 pour la première fois de son histoire. C'est un bonheur parce que pour un petit club comme nous, une petite structure, on n'envisageait pas ça il y a 3 ans, avant l'entente. C'est le résultat d'une entente qu'on a créée il y a maintenant 3 ans, post-Covid. Sans forcément avoir pour objectif de monter en Fédéral 3, mais pour autant créer un collectif, créer plusieurs niveaux, entre une réserve et une honneur, et puis réussir à occuper les structures également, que ce soit sur La Ferté-Bernard, comme sur Nogent-le-Rotrou, et donc on est vraiment 2 clubs complémentaires. 2 clubs complémentaires qui récoltent les fruits d'un travail fourni depuis des années, et notamment chez les jeunes qui évoluent ensemble depuis plus longtemps que les seniors. Toutes ces générations-là, elles ont fait le pôle jeune ensemble avant, du coup. Ça montre que le travail qui a été fait avant, ça paye aujourd'hui, du coup c'est une belle satisfaction. 2 fois par semaine, ces clubs séparés d'une vingtaine de kilomètres s'entraînent ensemble. Au niveau de la logistique, forcément, ça demande un peu plus. Voilà. Après, on a plus de côtés positifs que de négatifs par rapport à ça. Ça demande surtout des efforts aux joueurs par rapport à leur mobilité. Un effectif de 60 joueurs, forcément moins nombreux certains soirs de semaine à l'entraînement. Mais l'effet de groupe est positif, avec déjà la Fédérale 3 en ligne de mire. On y pense déjà, forcément l'engouement de la montée a pris le dessus. Alors on garde les yeux tout de même sur la fin du championnat, mais c'est vrai que les têtes sont plus déjà arrivées en Fédéral 3 et je pense qu'on a tous hâte. Hâte de continuer sous les mêmes couleurs. Avant de penser à la saison prochaine, Fertois et Nogentais tenteront de conserver leurs 2 boucliers de champions régionaux. Et notez que le rugby sera aussi à l'honneur ce samedi au stade Marie-Marvin avec l'équipe de France féminine et l'équipe d'Irlande. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Dans la suite, on va parler éducation avec la FCPE. Restez avec nous, à tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe, avec le printemps des rillettes
du 16 au 24 mars. Bonsoir messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Merci de nous avoir choisis pour passer cette soirée ensemble avec, vous le voyez, côté ciel, eh bien pas grand chose à dire. Ciel plutôt bien dégagé sur l'ensemble du département de la Sarthe, mais également sur nos départements voisins. Côté température, celles-ci évolueront entre 11 et 14 degrés. 11 degrés du côté d'Angers, 12 degrés à Blois, comptez 13 degrés à Vendôme, Tours ou encore du côté de Mamers, 14 degrés au Mans. Pour la journée de vendredi, au petit matin, très peu de changements avec toujours ces belles éclaircies qu'on va retrouver sur l'ensemble du territoire. Côté température, elles évolueront entre 6 et 7 degrés avec 6 degrés pour Alençon, 7 degrés pour Laval ou encore du côté des Mamers, idem au Mans pour Saint-Calais ou encore du côté de Blois. Pour la suite de votre journée, le soleil devrait briller assez facilement sans l'ombre d'un nuage. Des conditions météo plutôt printanières, voire même estivales sur l'ensemble du territoire avec ce franc soleil. Côté température, elles évolueront entre 19 et 20 degrés. 19 degrés pour Alençon, pour Laval ou encore au Mans. Idem à Mamers, 20 degrés du côté de Lussau à Sablé-sur-Sarthe ou encore du côté de Saint-Calais. Pour la journée de samedi, c'est un tout petit peu plus variable avec une alternance d'éclaircies, de passage de jeu. Malheureusement, il faudra de nouveau composer avec un petit risque d'averse. Et puis regardez les températures qui vont nettement baisser, chuter en cause. Eh bien, ces vents qui vont changer d'orientation, ils vont basculer dans un flux de secteur nord à nord-est. Par conséquent, les températures vont perdre quelques degrés en l'espace de 24 heures. Et pour la journée de dimanche, peu de changements, en tout cas côté température, avec des températures qui resteront plutôt conformes au normal de saison. Côté ciel, les perturbations continuent de se succéder avec le retour de la pluie. Passez une excellente journée en ce vendredi 22 mars. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe, avec le printemps des rillettes du 16 au 24 mars. De retour sur le plateau de LMTV Sarthe et on fait le point sur la qualité de l'air. Qualité de l'air qui va rester moyenne pour l'ensemble de la région. Vous l'avez remarqué, le printemps s'installe peu à peu avec son ensoleillement, ses températures un peu plus douces et tout ça favorise la formation d'ozone. Et d'ailleurs, l'indice pourrait être dégradé localement par ce polluant d'ici le week-end. Voilà alors pour la qualité de l'air. Merci beaucoup Enzo. Place à notre invité Fabien Estellano, qui est vice-président de la FCPE en Sarthe. On le rappelle, c'est la Fédération nationale des conseils de parents d'élèves des écoles laïques. Et vous êtes responsable, vous, dans notre département, de la commission premier degré. Merci d'être avec nous. La FCPE est présente dans une soixantaine d'établissements sartois. Vous venez de changer de bureau, de membres dirigeants. François Pérignon de Troyes, qu'on salue, cède sa présidence à Guillaume Chauvel. On ne va pas citer tout le monde, évidemment, on n'a pas le temps. Bon, un nouveau bureau dans un contexte plus que tendu. Vous avez beaucoup de dossiers à traiter en ce moment à la FCPE, hein ? Oui, très sûr. Évidemment, avec aussi bien le premier degré actuellement en Sarthe, avec la carte scolaire, que dans les collèges avec une réforme qui se prépare avec le choc des savoirs. Ouais. Et puis en lycée, il y a le lycée professionnel qui est aussi actuellement. Donc il y a pas mal de travail là-dessus. Il y a le service national universel aussi en lycée. Donc voilà, pas mal de choses. Une question pratique tout de suite. Est-ce qu'en tant que parent d'élève, quand on ressent qu'on a un problème dans l'établissement de son ou de ses enfants, on peut saisir la FCPE pour avoir des conseils ou autre ? Ah, bien sûr, il y a deux moyens en général pour les parents qui nous contactent. Soit c'est au travers du site national et puis il y a une petite case pour pouvoir nous parler. Et puis nous, on a notre site internet, on a notre mail et notre téléphone. On va donner toutes les coordonnées après, tout sera affiché. Parfait. Donc c'est facile de vous avoir. 40 classes fermées, on l'a déjà dit dans nos éditions à la rentrée prochaine, dans le premier degré sur lequel vous travaillez. Des difficultés peut-être que vous avez vues s'intensifier les 10 dernières années, au cours des 10-15 dernières années ? Ah, vraiment. Moi, mes filles sont nées en 2013, donc il y a 11 ans maintenant. Donc elles sont en CM2 peut-être ? Voilà, exactement. Ça. Et puis deux jumelles en CM2 et une en CM1. Et donc, non, on a vraiment vu des chiffres qui peuvent être inquiétants aujourd'hui. Et puis chaque année, ça se réitère et on a l'impression
que c'est à peu près la même chose et que les parents se plaignent pour rien. Sauf que là, on est arrivé à une année très particulière. Moi, je crois qu'en 2013, quand elles sont nées, on avait 15 ouvertures pour 15 fermetures. Aujourd'hui, pour une ouverture, on a 5 fermetures. Donc, on n'est plus du tout sur le même type de proportion. Comment vous pouvez agir, vous, la FCPE, justement, contre ces fermetures de classes? Est-ce que vous avez un poids, quand même, auprès des institutions? Ah oui, évidemment, on essaye de. On est la seule association qui est représentée pour rencontrer la directrice académique, et donc on peut évidemment défendre ces situations. On a aussi une défense des situations. Aussi, on essaye d'expliquer aux parents que nous avons dans les écoles, leur dire quels sont les points particuliers qui, là, peuvent toucher en particulier la direction académique et dans les arguments qui peuvent vraiment avoir du poids. Alors il y a ces difficultés dans le premier niveau, mais au collège aussi, il y a cette réforme que le gouvernement veut faire passer dès la rentrée, ces groupes de niveau au collège, notamment pour les maths, les mathématiques et le français. C'est une mauvaise idée, selon vous, ces groupes de niveau ? Ah oui, le groupe de niveau en lui-même est vraiment une très mauvaise idée. Aujourd'hui, ça prend une autre forme sur des groupes de besoins, mais globalement, l'idée est très dure. On est en train de rapporter plus de français et plus de maths à des gamins qui sont déjà en difficulté sur ces domaines-là. Donc déjà, c'est rabâcher des choses qui peuvent faire du mal. Et puis ensuite, parce qu'on va peut-être créer de la distension, on va peut-être créer de la pression sociale, de la pression entre les gamins, du harcèlement. Et puis parce que ça n'est pas chiffrable aujourd'hui, mais on voit bien que l'argent n'est pas là pour pouvoir mettre en place vraiment des groupes. Avec moins de profs, en fait, c'est ce que vous tendez à dire. Moins de profs et des groupes de niveau, vous ne voyez pas bien comment faire on voit bien que il y a moins de professeurs dans les DHG actuellement, donc c'est-à-dire les dotations d'horaires, et en plus, on voudrait qu'ils puissent répartir des heures. Et en plus, d'un point de vue technique, c'est extrêmement difficile à organiser. Si on a 3 classes, ils veulent organiser par exemple 4 groupes, ça demande à mettre en face plusieurs enseignants, donc ça rigidifie beaucoup de choses. Ça part pourtant d'un bon sentiment, je pense, non, d'essayer d'élever le niveau global. Est-ce que vous imaginez d'autres solutions, vous, qu'on pourrait mettre en place pour essayer finalement d'élever ce niveau? En mathématiques et en français, on est quand même très mauvais élèves en Europe et dans le monde. Alors, il ne faut pas se mentir, évidemment que l'analyse est toujours bonne. Le problème, c'est les moyens qui sont mis pour solutionner les choses. Non, aujourd'hui, on le dit depuis des années, il faut véritablement renforcer dans le premier degré. Donc, il faut c'est mon domaine peut-être, mais en plus, je crois vraiment que c'est les plus petits, et c'est ce que les études disent, c'est les plus petits qu'il faut essayer de faire avancer là-dessus. Et le collège, c'est difficile après. Rapidement, vous nous avez envoyé un communiqué donc, pour nous parler de votre nouveau bureau. Et dedans, on voit bien qu'il y a une politique, selon vous, qui fait la part belle aux écoles privées, dites-vous. C'est vraiment ce que vous ressentez, vous aussi, en tant que parent ? Ah mais bien sûr. Si on reprend une des dernières grandes réformes, ça a été le fait d'intégrer les enfants à partir de 3 ans, ouvrir l'école obligatoire à partir de 3 ans. Ça n'a aucunement changé le nombre d'élèves de moins de 3 ans, de 3 à 6 ans. Ça n'a pas du tout changé le nombre d'élèves en plus, mais ça a obligé l'État à payer aux établissements privés l'argent qu'il leur était dû parce que c'est un système obligatoire. Nous, on est persuadés, par exemple, qu'il y a beaucoup d'argent aujourd'hui qui peut être proposé, comme pour l'uniforme, comme pour justement l'enseignement privé. Toutes ces choses-là peuvent rapporter de l'argent et qu'on le mette vraiment en place pour des bonnes situations. Par exemple, l'obligation à 3 ans, ça n'a jamais été solutionné par aussi l'allocation de rentrée scolaire. L'allocation de rentrée scolaire, c'est toujours à 6 ans. Donc il y a bien une difficulté. Allez, si vous voulez rentrer en contact avec la FCPE en Sarthe, c'est très simple. Tout est sur leur site internet qui est très bien fait et actualisé. On l'a dit en off juste avant l'antenne. 72.fcpe.asso.fr, ça s'affiche au bas de votre écran. Et puis un numéro de portable également, 06 52 09 26 64. Les permanences du secrétariat hors vacances scolaires, je le précise, mercredi 10h, 12h30 et 13h30, 18h. Voilà, c'est dit. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Allez, alors le point sur nos invités de ce vendredi. D'abord dans l'actu à 18h30, nous vous le disions tout à l'heure, on recevra un autre candidat aux élections européennes. Il s'agit de Maël Briand pour la liste La France Insoumise. Et en deuxième partie, on va déguster. Il est content, Enzo Maubert. Il est très content parce qu'il va recevoir Jean-Sébastien Monet, le chef de l'auberge Bagatelle au Mans. Et vous le savez, il a conservé son étoile au guide Michelin. Et tant mieux pour nous. Ouais, c'est un beau moment en perspective. Alors je vous rassure, on va
va pas manger sur ce plateau, mais on va parler de bonne gastronomie avec lui, c'est Claire. Et donc ça sera ce vendredi. Tout de suite, et bien sûr, à LMTV Sarthe, on regarde culturel avec Chloé Bergerat. On va parler du festival Ma Mère sans Mars, le festival de films européen. Et puis d'un dîner-spectacle organisé par l'association Okiam, un spectacle sur les femmes dans le sport dans toute leur diversité. Ça, c'est dans quelques instants après une courte page de pub. Merci Laure. Merci Enzo. Et puis merci à vous. À demain. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le printemps des rillettes du 16 au 24 mars.